Dans l'actualité de ce 20h, les agents des finances publiques renforcent leur capacité en matière de gestion des risques budgétaires. Les travaux qui se dérouleront en atelier sont supervisés par les experts du Fonds monétaire international. On en parle dans ce journal avec Patricia Lydie Mouélé. Dans le journal également, la difficulté éprouvée par les agents publics de l'État pour accéder au site web en vue de recueillir des informations après le retrait des fiches individuelles. Eh bien, une situation qui les contraint à se rendre à la direction générale de la solde. Un reportage signé de Guifren Dongobian dans ce journal. Et puis, comme annoncé par le gouvernement, la rentrée administrative 2019-2020 a été effective ce lundi 16 septembre dans les établissements scolaires de la capitale. Le constat dans ce journal de Lardine Guémamba et de Alexandre Kogué. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Gabon Première et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, Faustin Bokobi était cet après-midi visiter le chantier de l'institution dont il a la charge. Eh bien, pour rappel, l'édifice avait été victime d'un incendie lors des émeutes de la présidentielle 2016. Sur place, le président de l'Assemblée nationale a pu constater l'évolution des travaux avec l'appui technique du ministère des Travaux publics. Les précisions de Guifren Dongobian, Hervé Nzigué. Prévu durer 14 mois, les travaux de réhabilitation de l'Assemblée nationale et la reconstruction de son hémicycle lancés en juin dernier avancent tant bien que mal. L'envergure du chantier a d'ailleurs contraint la première chambre du Parlement à la location. Nous sommes en plein déménagement. Il y a encore des services qui n'ont pas quitté les bureaux et c'est en train de se faire petit à petit, ce qui retarde l'avancement des travaux par nos partenaires. Nous venons de visiter le chantier de l'hémicycle ainsi que le chantier de réhabilitation du bâtiment principal. Au niveau de l'hémicycle, tout a été rasé et là, la reconstruction est en train progressivement de redémarrer sous réserve des tests qu'ils sont en train de faire. Confiés à une entreprise chinoise, les travaux sont soumis au contrôle technique du ministère des Travaux publics. Les Chinois travaillent sur la base des normes chinoises et nous, ici, il ne faut pas se voiler la face, nous travaillons sur la base des normes européennes. Tout ce que nous cherchons, c'est de nous accorder sur les valeurs atteintes. Et de longues discussions ont été menées dessus depuis l'étude de faisabilité jusqu'à l'avant-projet sommaire et l'avant-projet détaillé. Jusqu'aujourd'hui, vous m'avez entendu parler du problème de fiches techniques que nous n'arrivons pas à avoir. Pour contrôler, il faut savoir ce qu'on contrôle. En plus de la réfection du bâtiment et de la réhabilitation de l'hémicycle, il est prévu la construction des bureaux annexes qui permettront de désengorger le palais Léomba. Et comme annoncé en titre, renforcer la capacité des agents des finances publiques, objectif du séminaire atelier axé sur l'identification, le suivi et la gestion des risques budgétaires. Les travaux sont présidés par le ministre de l'économie et des finances, Roger Onomba, c'est son nom. On fait le point avec Patricia Lydie Mouélé, Pierre Claver est là. Ce séminaire a pour objectif principal de sensibiliser les participants sur les enjeux des risques budgétaires et de renforcer leurs capacités dans l'identification, le suivi et la gestion des risques budgétaires. Ces derniers constituent un élément fondamental à appréhender dans la loi des finances, d'où la pertinence de ces assises. L'identification, l'évaluation, l'analyse et la communication sur les risques budgétaires se justifient par la nécessité de veiller à la soutenabilité des finances publiques, de renforcer la crédibilité du gouvernement vis-à-vis du public, des investissements et des marchés. Partager l'expérience internationale et régionale, présenter et discuter les orientations méthodologiques des acquis qui permettront à ces acteurs des finances publiques une meilleure prise en compte du plan de relance économique. Le présent atelier s'inscrit donc dans la logique de renforcer les capacités des acteurs intervenants dans les finances publiques sur les bonnes pratiques et la maîtrise des concepts communs auxquels nous sommes soumis dans le cadre de la surveillance multilatérale et bilatérale. La mise en œuvre du plan de relance économique nécessite pour l'État gabonais d'améliorer nos provisions budgétaires en prenant en compte tous les éléments de risque de nature à nous éloigner des objectifs qui sont affichés. Cet impératif de rigueur qui nous astreint à renforcer les dispositifs institutionnels et techniques des prévisions budgétaires
constitue la principale raison d'être du présent séminaire. D'autres thématiques telles que comprendre les risques budgétaires, les risques macroéconomiques, institutionnels et structurels, les risques budgétaires spécifiques seront abordés durant ces travaux. Patricia Lidimoélé l'a dit, durant les travaux de Libreville qui se dérouleront en atelier sous la supervision des experts du Fonds monétaire international, les acteurs des finances publiques plancheront sur plusieurs exposés sous des thématiques variées, toujours en rapport avec les risques budgétaires. On retrouve Patricia Lidimoélé, Pierre Claver est là. Arrimer le Gabon à l'exercice de surveillance multilatérale au niveau de la sous-région Afrique centrale nécessite l'élaboration des rapports qui doivent être annexés sur la loi des finances conformément aux recommandations de la CEMAC concernant les risques budgétaires. Et dans cette optique, le contrôle des risques budgétaires s'impose. Au cas échéant, les conséquences peuvent s'en suivre. Lorsque ces risques ne sont pas maîtrisés, le niveau de nos recettes peut être en deçà de nos prévisions. Nous pouvons par exemple, si on avait prévu 1000 de recettes, on peut se retrouver à 800 parce qu'au niveau de la conjoncture, le pétrole, le prix a chuté, parce qu'il y a peut-être eu une grève dans le secteur pétrolier ou dans le secteur minier, ou encore parce que dans le secteur du bois, il y a eu des événements qui ont fait qu'on n'a pas pu prendre des précautions. Les risques budgétaires peuvent être conjoncturels ou institutionnels et sont susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats budgétaires et les prévisions, d'où l'intérêt pour ces financiers d'être davantage outillés. Au terme du présent atelier, vous devez donc être capable de définir les risques budgétaires et reconnaître leurs principales caractéristiques. Initier un inventaire des risques budgétaires auxquels le pays peut être confronté, les évaluer, les classer en fonction de leur importance et identifier les canaux de transmission vers le budget et la dette de l'État. Trouver les méthodes d'analyse des risques macroéconomiques et des risques provenant de sources particulières. Définir le format, les sources d'information et les analyses du rapport sur les risques budgétaires et enfin bâtir une cartographie des risques budgétaires. Ce séminaire qui s'étendra sur 5 jours constitue un jalon important pour les participants qui vont s'imprégner des meilleures pratiques de gestion pour le développement du Gabon. La 35e session du comité de gestion des activités aéronautiques nationales du Gabon s'achève. Les assises de Libreville s'articulaient autour de l'autonomisation de la SECNA session Gabon. Des travaux supervisés par le ministre gabonais des Transports, Justin Doudangoy. Les précisions de Cabrel Guilan Lemami, Gérard Mangagna. Les travaux de cette 35e session du comité de gestion des activités aéronautiques nationales du Gabon, session que l'on pourrait qualifier de conseil d'administration, étaient axés sur l'autonomisation de la SECNA, notamment sur l'entretien des plateformes aéroportuaires par cette entité. Il s'agit de mettre en place une redevance carburant, une redevance pour le développement des infrastructures aéroportuaires. Vous avez le bureau enquête incident-accident de l'aviation, vous avez la direction générale de la météorologie, vous avez la SECNA, vous avez l'Office national pour la sécurité et facilitation des aéroports du Gabon et vous avez l'Agence nationale pour l'aviation civile. Donc cet ensemble d'entités vivait sous mécanisme de financement de l'État. Aujourd'hui, avec la stratégie que nous mettons sur la table, l'État va réaliser des économies et c'est désormais aux utilisateurs, aux passagers de supporter le coût de maintenance des aéroports et le coût d'exploitation. Un des points abordés aussi au cours de cette rencontre, la délimitation du domaine aéroportuaire envahi par des constructions non autorisées et anarchiques. Nous demandons la délimitation du domaine aéroportuaire comme recommandation majeure. Nous avons aussi comme recommandation la coupure de gestion entre la SECNA et l'Office national pour la sécurité et facilitation des aéroports du Gabon. Donc l'Office est appelé désormais à couvrir l'ensemble des plateformes aéroportuaires du Gabon. Les travaux de cette 35e session ont vu la participation du conseiller technique, du directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar. Et on va à l'étranger à présent. Dans le cadre de la coopération sino-gabonaise, une délégation de journalistes gabonais séjourne actuellement en Chine. Une formation qui permettra à ses confrères d'acquérir des rudiments en matière de haute technologie. Envoyés spéciaux Joyce Lorna Wongi, Martial Chiwinda. Avec près de 14 millions d'habitants, la ville de Wuhan, située au centre de l'Empire chinois, fait la fierté de la province de Hubei, dont elle est la capitale provinciale. Et pour cause, sur une superficie de 15 km, s'étale la zone de haute technologie de Dongwu, communément appelée vallée optique. Ici sont concentrés depuis 1988
les meilleures entreprises spécialisées dans la technologie de pointe et la recherche dans différents secteurs d'activité. Les services, les télécommunications, l'électronique optique, la manufacture, la protection environnementale, la biologie et bien sûr le numérique et l'Internet 5G. Parmi la centaine d'entreprises qui se côtoient, YoFC est spécialisé dans la fibre optique depuis sa matière première jusqu'au câble, en passant par la fibre stockée en rouleau. De par la recherche et la formation, Hubei est aujourd'hui, après Pékin, la seconde zone d'innovation de la Chine et premier incubateur pour entreprises chinoises. Décrétée en 2011 base des intellectuels pour les entreprises nationales, la Vallée optique compte déjà 4 prix Nobel. À Libreville, le réseau des jeunes leaders des Nations Unies a été reçu récemment par le directeur général de la prospective. Eh bien, il s'est agi d'évoquer les questions relatives aux objectifs de développement durable. On en parle avec Octavie Yolande et Cédric Zengdon. Le réseau des jeunes leaders des Nations Unies, le REJALNU, section Gabon, était reçu ce jour par le directeur général de la prospective. Les jeunes leaders, parce qu'ils sont jeunes, incarnent donc l'avenir et donc sont très concernés par à la fois la vision prospective de l'Afrique à l'horizon 2063, mais également à plus brève échéance par la perspective donc de la mise en place de l'agenda de développement durable des Nations Unies. Serge Alban Momboloko, qui s'est fait le devoir de présenter le nouveau bureau, est revenu par la même occasion sur les objectifs visés par cette plateforme. Avec le nouvel agenda, il faut dire que le réseau des jeunes leaders des Nations Unies a pour objectif d'abord de faire valoir les initiatives innovantes de jeunes et accompagner, encadrer les jeunes à faire valoir leurs initiatives et sur les questions de leadership et surtout dans l'objectif de promouvoir les objectifs de développement durable. Bien outillé pour parler des problèmes de la jeunesse, le REJALNU se positionne comme un allié sûr pour les autorités gabonaises, d'où cet échange. Nous les avons également sensibilisés sur le fait que ce qui est dans le document, ce sont les propositions premières et que les jeunes doivent focaliser leur attention sur 2 points précis, les statistiques qui sont à l'intérieur et également renseigner de manière exhaustive. Leur expérience sera la bienvenue les 17 et 18 septembre prochains lors de l'atelier relatif au premier rapport conjoint de suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2030 à Libreville. Et puis sachez que demain s'ouvre à Libreville le COPAS, une organisation régionale en charge des questions de pêche. Les experts du domaine vont plancher sur les mécanismes permettant de mieux développer le secteur pêche dans plusieurs pays. Et bien avant l'événement, Stevie Yann Mesui s'est entretenu avec un expert en la matière. Nous l'écoutons. La réunion du COPAS va réunir les directeurs généraux ou les directeurs des pêches de cette zone, de ces pays membres, en vue d'abord de prendre connaissance des derniers résultats validés par le sous-comité scientifique de cette organisation sur les évaluations des ressources halieutiques dans cette zone, mais également pour prendre des décisions sur l'avenir de cette organisation sur la base d'une évaluation indépendante sur les coûts-avantages du COPAS, de façon à renforcer son fonctionnement, notamment en lien avec d'autres organisations régionales des pêches dans la sous-région, qui doivent travailler en bonne articulation avec ce comité. En Afrique centrale, notamment la Commission régionale des pêches du Golfe de Guinée. Bien sûr, à l'occasion de cette rencontre, on va passer aussi en revue un certain nombre d'appuis de l'AFO dans le secteur, notamment un important programme que nous avons avec la Norvège, le programme EAF Nansen, qui intervient sur le suivi et l'évaluation des ressources, et également à l'appui à des processus d'aménagement des pêches. Il y a des programmes également financés par l'Union européenne, notamment le projet ACP Fiche 4,
qui travaille en appui aux chaînes de valeur des produits halieutiques et aquacoles dans la sous-région, dont les pays ont répondu à des appels à propositions. Donc il y aura également un certain nombre de suivis sur les projets et programmes, et également sur des actions que conduit la FAO en lien avec la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, notamment un accord très important dont le Gabon est partie, qui est l'accord sur les mesures du ressort de l'État du port, qui vise à lutter contre la pêche illicite, non déclarée, non réglementée, à travers le renforcement du contrôle du débarquement des navires étrangers qui débarquent dans les pays. Le ministère de la Forêt, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat en collaboration avec l'UNEP et l'ONU commémore le 16 septembre 2019 la journée internationale de la protection de la couche d'ozone sous le thème 32 ans et en voie de guérison par des formations in situ des opérateurs de froid sur les techniques de récupération des fluides frigorigènes dans la commune de Libreville les 13, 14, 16 et 17 septembre 2019, réalisé par la Direction générale de l'environnement et de la protection de la nature à travers le Bureau national Ozone Gabon. Et du social, à présent, après le retrait des fiches individuelles, les agents publics de l'État ont du mal à accéder au site web pour recueillir des informations. Une situation qui les contraint à se rendre à la Direction générale de la solde. Les précisions de Guy Frendon-Gobian, Hervé Zigué. Initiée la semaine dernière, la première phase du recensement biométrique des agents publics semble avoir un grain de sable dans son engrenage. Si le retrait des fiches s'est déroulé sans difficulté, les fonctionnaires se heurtent à l'accès au site web créé pour la circonstance par le ministère de la Fonction publique afin de disposer de toutes les informations nécessaires pour remplir leurs fiches. Du coup, ils se rendent à la Direction générale de la solde pour retirer leurs fiches de visualisation. Personnellement, depuis jeudi dernier, j'ai eu le code. Mais ce code, quand je rentre sur le site, on n'arrive pas à accéder sur le site. C'est vraiment compliqué. On nous donne des codes, mais sur le site, quand on y va, on n'arrive même pas à accéder aux informations. Du coup, les gens sont obligés de se rabattre vers la solde ou la fonction publique. On se demande si réellement le site a été mis en place pour aider les fonctionnaires. Mais automatiquement, quand on y va, on n'accède même pas aux informations. Mais est-ce que vous êtes allé sur le site pour pouvoir prendre les informations de venir sur place? Non, je suis venu sur place. Je ne suis pas allé encore au site. Rentrer en possession des documents pour recherche. Oui, effectivement, je suis en possession des documents de recherche. Qu'est-ce que vous avez récupéré ici comme document? C'est juste les billets blancs. Les billets blancs. Et pour ce qui est de la visualisation? Ça ne se fait pas pour l'instant ici. On demande d'aller à la fonction publique. En dépit de ces désagréments, les fiches sont dûment remplies par les agents publics qui, tant bien que mal, réunissent tous les documents requis en attendant la deuxième phase qui est l'enrôlement biométrique. Dans le reste de l'actualité, comme annoncé par le gouvernement, la rentrée administrative 2019-2020 a été effective ce lundi dans les établissements scolaires de la capitale. Le constat de Lardingue Mamba, Alexandre Kogui. En pleine réunion de prise de contact avec ses collaborateurs, le proviseur du lycée Paul Ndjenjengonju reçoit un invité surprise, le ministre de l'Éducation nationale. Je suis venu voir un peu comment ça se passe ici. Au lycée d'État et au CS Anjba. Donc je voulais m'assurer que les gens sont bel et bien là et que ça se prépare bien. Je vais aller ailleurs d'ailleurs. Je vais aller dans d'autres établissements pour essayer de voir comment ça se déroule. Sur le terrain, les choses s'activent. La rentrée administrative 2019-2020 est effective sur l'ensemble des établissements visités ce jour. Du lycée Paul Ndjenjengonju au complexe Léon Mba, en passant par le lycée Nelson Mandela, les chefs d'établissement sont à pied d'œuvre. Le 16 septembre a été la date qui a été retenue pour la rentrée administrative. Aujourd'hui, nous nous attelons donc à préparer la rentrée effective à travers l'organisation d'un certain nombre de réunions. Nous sommes en train de visiter, n'est-ce pas, les salles de classe, s'il n'y a pas eu de dégâts pendant les vacances, et faire la propreté du lycée. Pour nous, la rentrée est effective. Nous avons répondu à l'appel de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et nous sommes prêts, n'est-ce pas, pour le lancement de toutes les activités pédagogiques. D'ici la fin de la semaine, les enseignants, on mettra à leur disposition ces emplois du temps et les élèves pourront les consulter également dans leur salle de classe respective, si ce n'est au préau de l'établissement. La rentrée des classes au Gabon pour le compte de l'année académique 2019-2020 est prévue pour le 30 septembre prochain.
Toujours dans le volet éducatif, l'Association des enseignants d'anglais du Gabon a organisé un atelier de formation. La présente session s'est ouverte ce matin dans l'enceinte de l'ENSET. Elle vise à donner plus de rudiments aux professeurs d'anglais pour bien amorcer l'année scolaire. Andy Tongi, Arnaud Mengue pour les précisions. English Connect est un programme innovant visant à connecter le Royaume-Uni à la jeunesse africaine et à la future génération de dirigeants via l'anglais. Durant 10 jours, 15 inspecteurs et conseillers pédagogiques verront leurs capacités être renforcées pour offrir à leurs élèves une éducation de qualité. English Connect, c'est un nouveau concept qui a été développé par le British Council et qui essaye de le partager avec une certaine communauté de pays dont le Gabon fait partie. Un programme novateur qui va permettre d'améliorer non seulement la formation continue des enseignants, mais aussi la qualité de l'enseignant, de l'anglais qui va être véhiculé vers les apprenants. À travers cette session de formation, le projet English Connect met un accent particulier sur la formation des formateurs d'anglais. Nous allons faire de ces inspecteurs des experts formateurs pour pouvoir véhiculer ce qu'ils auront acquis, les compétences acquises, pour transférer ces compétences vers les enseignants. Les modules de formation seront essentiellement centrés sur des espèces de MOOC, c'est-à-dire enseignement en ligne qu'on va suivre dans la salle. Pour apporter des rudiments aux professeurs de l'intérieur du pays, le coordonnateur et les formateurs ont prévu aller dans les jours à venir à Lambaréné, Franceville, Oyem et Port-Gentil. À cheval entre éducation et culture, deux nouveaux ouvrages intègrent le monde littéraire gabonais. Les chefs-d'œuvre du jeune écrivain Paul Anissé Mundiengu traitent de l'univers des sourds. Allons à la découverte de ce jeune compatriote dans ce compte-rendu de Cabrel-Guilan, Lemami Hervé Zigué. Nombreux sont les Gabonais qui s'intéressent peu au monde des sourds. Mundiengu Paul Anissé, lui par contre, consacre la majeure partie de son temps à mieux le connaître. Pour preuve, le jeune Gabonais vient de commettre deux œuvres, l'histoire d'un père trouvé et l'univers des sourds au Gabon entre histoire et lutte. Vous avez toute l'histoire de 1982 jusqu'à nos jours, les précurseurs en matière de langue des signes au Gabon, les enseignants au Gabon, l'école qui permet l'éducation des sourds au Gabon. C'est un essai littéraire. Et le deuxième, c'est un roman, Histoire d'un père trouvé. Là également, c'est une histoire intéressante parce que la particularité de ce roman, c'est que c'est le premier roman au Gabon qui a su poser la problématique de l'éducation des sourds au Gabon. Donc c'est l'histoire d'un jeune sourd qui est à la recherche de son père, qui va le trouver, mais quelle serait la réaction du père? C'est ça toute la problématique. En dehors de ses œuvres, l'écrivain va plus loin, avec notamment l'organisation des séminaires sur l'apprentissage de la langue de signes. Récemment, c'est le personnel de santé du centre de santé de Nzengayon qui a bénéficié de cette formation. Pourquoi le centre de santé de Nzengayon? Parce que juste à côté du centre de santé de Nzengayon, il y a des déficients auditifs qui y vivent. Et donc la structure médicale la plus proche, c'est donc le centre de santé de Nzengayon. Et ils y vont régulièrement. Sauf que la difficulté qu'il se présentait, c'est au niveau de la communication. Ils n'arrivaient pas à communiquer avec le personnel médical. Paul Anissé Mundiengu est né à Libreville. Il est détenteur d'une maîtrise en espagnol obtenue à l'université Omar Bongo et d'un certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire reçu à l'école normale supérieure. C'est en 2003 qu'il décide d'apprendre la langue gestuelle. Et je vous conduis à présent à Koulamoutou, dans la province de Logoué-Lolo, sud-est du Gabon, ouverture d'un atelier de formation pour les élus locaux, les chefs d'administration et les agents de sécurité et de défense. Il s'agit de la deuxième phase du projet de développement des infrastructures locales. Les précisions avec notre correspondant Constant Ondomba. C'est un atelier enrichissant auquel ont pris part le personnel de commandement, les élus locaux, les directeurs et chefs de services administratifs, ainsi que les personnels des unités de sécurité et de défense de la commune de Koulamoutou. Au centre de cette rencontre initiée par le cabinet du groupe 8, la mise en œuvre du projet de développement des infrastructures locales dans sa phase 2. En vous souhaitant une bonne appropriation des résolutions issues, je déclare au nom de Madame le gouverneur de la province de Logoué-Lolo clos les travaux du présent atelier consacré au projet de développement des infrastructures locales phase 2 de la ville de Koulamoutou. Les objectifs de cet atelier, repartis en groupe de travail, s'articulaient autour de la volonté de définir les axes de développement
pour le futur, élaborer une vision pour la ville afin de renforcer son identité et cela à la satisfaction générale. Participation très active, il y avait du monde, autant les directions provinciales, la commune qui était représentée, les habitants à travers leur chef de quartier. Et on a pu dans chacun des groupes organiser, beaucoup échanger et faire des propositions. Parce que comme je le rappelais au cours des travaux, que le gros problème de tous les projets de développement, parce que ce n'est secret pour personne, le premier facteur de développement c'est la route. Précisons que 4 villes sont concernées par ce projet qui intègre les caractéristiques du projet de développement des infrastructures locales. Parlons santé dans la province du Moyen-Ogooué. Nous sommes au centre du Gabon. Et bien, le centre de traitement ambulatoire de la commune de Lambaréné vient de se doter d'une annexe. Sa capacité et son équipement devraient permettre un meilleur suivi des malades atteints du VIH-Sida. C'est le fruit de la coopération sino-gabonaise. Les précisions d'Arnaud Babécon, images amateurs. L'extension du centre de traitement ambulatoire de Lambaréné traduit l'excellente relation de coopération entre le Gabon et le Japon. Ce projet octroyé par le gouvernement du Japon a permis d'agrandir le CTA en le dotant d'une annexe composée d'une salle de laboratoire, une salle de prélèvement, une salle de stockage, une salle d'attente et 2 bureaux pour un meilleur fonctionnement de la structure. Cette annexe va permettre au personnel soignant d'exercer dans un cadre idéal répondant aux normes à la matière. Nos missions seront menées de telle sorte que les activités psychosociales, telles les groupes de parole, les repas communautaires et les dépistages gratuits, seront menées dans le bâtiment principal. Et les consultations proprement dites des personnes vivant avec le VIH dans l'annexe. Intervenant pour la circonstance, le directeur régional de la santé, au nom du ministère de la Santé, a remercié le gouvernement nippon pour cet acte posé envers notre pays. Au nom du ministre de la Santé, je voudrais vous exprimer mes sincères remerciements et ma profonde gratitude pour le soutien que vous ne cessez de manifester à l'endroit de notre région sanitaire. C'est un bâtiment équipé, bénéficiant de toutes les commodités, après la signature d'une convention qui vise à renforcer notre système de santé, notamment la prise en charge des personnes atteintes du VIH-Sida, pour un coût total de 43 millions de nos francs. L'actualité est aussi footballistique et j'en veux pour preuve la 2e édition du tournoi Pierre Mamboundou déroulé le week-end dernier au stade municipal de Ndendé dans la province de Langouni au sud du Gabon. Fougamou chez les dames et la Dola chez les messieurs remportent la compétition. Les précisions de Charles Goula, Richard Moubiwa. Le stade municipal de Ndendé, plein comme un œuf pour les finales de la 2e édition du tournoi de football Pierre Mamboundou. Chez les dames, Fougamou affronte la formation de Mandjindolou. Les protégés de Lucie Milebo obtiennent un penalty à la 35e minute, transformé par Florabo. 1-0 sera le score final. Une victoire méritée pour Fougamou, emmenée par son attaquant vedette Vanessa Mazali, meilleur buteur du tournoi avec 5 réalisations. Le fait d'être meilleure buteuse dans ce tournoi, pour moi, c'est pas nouveau. On est très contente parce qu'on s'est préparé longtemps pour ça. On a pu démontrer qu'on était meilleur sur le terrain. Le tournoi s'est bien passé. Le staff technique attendait plus, mais malheureusement, on est occupé à la 2e place. La finale masculine, quant à elle, très serrée entre l'équipe de la Dola et celle de Fougamou. 3 minutes du terme de la partie, Fougamou ouvre le score sur cette action conclue par Bamizoko. Dans le temps additionnel, la Dola rétablit l'équilibre sur ce coup franc transformé par Zondo Mwele. 1 partout, place au tir au but qui seront remportés par la formation de la Dola. 4 contre 1. Une finale n'est toutefois pas facile, hein? Mais tout ce que nous avons pu faire, avec tous les efforts que nous avons consentis, on arrive à une victoire. Vraiment, nous sommes très contents. Quand les officiels présentent 2 minutes d'arrêt de jeu, l'arbitre ajoute 7 minutes, Fougamou mène 1-0, les gars régalisent. Bon, c'est le football, mais ce n'est pas des bonnes choses. La fête s'est poursuivie dans la soirée au domicile de Christian Patrici Tanaza, parrain de la 2e édition du tournoi de football Pierre Mamboundou. Pour la fin, je vous donne lecture de cette information qui me parvient à l'instant suite à l'indisponibilité des dépôts des clients de la banque de
de l'habitat du Gabon constaté le 26 avril 2019 par le président de la commission bancaire de l'Afrique centrale. Le Fonds de garantie des dépôts en Afrique centrale a enclenché la mise en œuvre de la garantie des dépôts et la procédure d'indemnisation des clients de cette banque. À cet effet, le fonds rembourse les avoirs éligibles au titre de la protection des dépôts avec un maximum de 5 millions de francs CFA par épargnant de la BHG. Les critères d'éligibilité des dépôts selon création du FOGADAC sont exclus de tout remboursement. Au FOGADAC, les portions des dépôts éligibles ayant dépassé 5 millions de francs CFA. La liste des clients de la Banque de l'Habitat du Gabon sont disponibles au siège social de la BHG. Cette liste est également diffusée sur le site internet de l'ACOBAC, www.sgcobac.org. Chaque client concerné est prié de se rendre au siège social de la BHG muni de la photocopie légalisée de sa pièce d'identité et du relevé d'identité bancaire du compte sur lequel il souhaite être indemnisé. Par ailleurs, les clients de la BHG ne disposant pas d'un compte bancaire dans un autre établissement de crédit pour recevoir leur indemnisation seront payés au guichet des banques mandataires BGFI Bank, Gabon, BICIG et UGB. C'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. 23h08 novembre donc. Excellente soirée chez vous à demain 20h.